La beauté n'est pas pour une catégorie de femmes, mais pour toutes les femmes. Elite Beauty Hair, votre distributeur et fournisseur de mèches asianes 100% authentiques. Nous mettons à votre disposition une large gamme de mèches de qualité. Et réveillez l'élite qui sommeille en vous avec Elite Beauty Hair, la qualité qui fait la différence. Dites au revoir à toutes vos imperfections. Taches, boutons, vergetures, lèvres noires. Avec les produits Belchica Beauty, vous trouverez un grain de peau éblouissant. Nos produits sont sans artifice et adaptés à tout type de peau, corps et visage. Vous trouverez votre bonheur parmi nos produits pour vous sublimer et raviver votre glow naturel. N'attendez plus, commandez directement sur belchica-beauty.com. Bienvenue sur le plateau du FF Talk Show. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour la rubrique témoignages. Je reçois sur le plateau deux invités exceptionnels pour qui la vie a donné une seconde chance. J'ai également notre charmante thérapeute, Assa Djelou. Comment vas-tu, Assa ? Ça va, merci. J'ai également Kéliane. Comment vas-tu, Kéliane ? Ça va, merci. Bienvenue sur le plateau du FF Talk Show, Kéliane. J'ai Sephora. Comment vas-tu, Sephora ? Ça va, merci. Très bien. La vie vous a donc donné une seconde chance. Peux-tu nous expliquer ton parcours, Kéliane, s'il te plaît ? Alors en fait, j'ai eu un accident de voiture le 22 mai 2015 exactement. D'accord. J'allais avec des amis en week-end dans le sud de la France. Donc j'habite en Île-de-France, j'habite dans la région parisienne. Et donc du coup on allait en vacances quoi. Et par où commencer ? En fait, au début, c'est mon amie qui conduisait. C'est une amie à moi, une bonne amie à moi. Elle a le permis de conduire, etc. Il n'y a pas de souci. Et elle conduisait. Et moi, j'étais passagère. Et je me suis endormie, en fait. Et à partir de ce moment-là, c'est mon amie qui m'a raconté. Tu t'es endormie ? Parce qu'en fait, comme c'était une longue route, je me suis endormie. J'étais passagère. Je lui ai dit... Quand on est bientôt arrivé, réveille-moi. Moi, je suis fatiguée, réveille-moi quand on arrive bientôt. D'accord, donc, tu t'es endormie et après, il y a eu l'accident, c'est ça ? Attends, step by step. D'accord. Donc, en fait, mon amie, elle conduisait, comme je t'ai dit, moi, j'étais passagère à l'avant. Et là, à partir de ce moment-là, c'est elle qui m'a raconté parce que moi, du coup, je dormais. Et elle m'a dit qu'elle était fatiguée, donc elle a dit à notre amie derrière, je suis fatiguée. Je vais dans une aire de repos, me reposer 20 minutes. D'accord. Après, on repart. Et lui, non, t'inquiète, moi, je ne suis pas fatiguée. T'inquiète, je prends le volant. D'accord. Donc, elle est passée derrière. Elle s'est allongée sur la banquette arrière. Et lui, il est passé au volant. Et moi, du coup, je dormais. Donc, je n'étais même pas au courant de ce changement de conducteur. Voilà. Donc, après, il a conduit et il s'est endormi au volant. Il s'est endormi au volant. Oui, moi j'ai oublié de préciser quelque chose, j'avais pas ma ceinture. D'accord, tu ne portais pas ta ceinture voilà. Lors de ce moment-là. C'est ça. Et il y a eu l'accident. Ouais, en fait il s'est endormi au volant et moi du coup comme j'étais passagère, allongée, j'avais pas ma ceinture, quand il s'est endormi en fait j'ai traversé le pare-brise. En fait mon corps, comme j'avais pas de contrôle de mon corps vu que je dormais, je suis partie en fait. Tu as été projetée lors de cet accident. Exactement. Et les verres du pare-brise, en fait, ils ont coupé ma paupière. Mon œil, là, vous voyez, il est cicatrisé. Et j'ai perdu mon œil, du coup, par rapport à cet accident-là. Donc, du coup, je vois plus de l'œil gauche. Au début, c'était un peu dur, mais ça va. Enfin, j'ai appris à vivre avec, en soi. Et après, donc, du coup, quand on a eu l'accident, en fait... j'ai fait du coma, j'ai fait 2 semaines de coma. D'accord. Et après, j'ai fait 2 semaines de réanimation. Tout ça, c'était dans le sud. Hein, d'accord, tu étais dans le sud de la France. On était presque arrivés, en fait. D'accord. Quand il s'est endormi, on était presque arrivés. On était dans le sud. J'étais à l'hôpital à Valence, l'hôpital de Valence. D'accord. Et donc, du coup, j'ai fait 2 semaines de coma, 2 semaines de réanimation.
Et ensuite, ils m'ont transférée au centre de rééducation, au Bourget. Donc, je suis revenue dans la région parisienne. Et donc, du coup, c'est là que j'ai commencé mon combat parce que j'étais en fauteuil roulant. J'avais perdu l'usage de ma main gauche. D'accord. J'avais une fracture à la mâchoire. Donc, du coup, je ne pouvais pas communiquer comme là, je communique avec toi. D'accord. Tu n'arrivais plus à parler, du coup. Voilà, exactement. En fait, j'articulais pas. Carrément, au début, j'avais une ardoise pour communiquer avec les gens. Et même l'ardoise, encore, j'avais un peu de mal. Tu avais du mal à écrire. Donc, si je résume, tu t'en allais en vacances avec des amis dans le sud. Tu étais à l'avant, du côté passager, et tu n'avais pas mis ta ceinture. C'est ça. L'un de tes amis, qui a conduit donc fatigué, a perdu le contrôle de la voiture et tu as été propulsé de la voiture et tu as perdu l'usage de ton œil gauche, de ta main gauche. Et j'ai eu un traumatisme crânien aussi. D'accord. Et donc, du coup, en fait, quand j'ai eu mon accident, j'avais un tissage sur ma tête, des rajouts. Et donc, quand je suis arrivée à l'hôpital, ils m'ont rasé la tête. Ça, après, je me suis rendu compte après, du coup, vu que je ne savais pas, en fait. Et moi, en fait... donc, excuse-moi, je te coupe. Donc, sur le coup, on te rase la tête, tu ne t'en rends pas compte, tu t'en rends compte qu'au réveil. En fait, je me suis endormie dans la voiture et je me rappelle que j'ai dit à mon ami, quand on est bientôt arrivé, réveille-moi. D'accord. Et je me réveille, je sors de 2 semaines de coma. D'accord. Je me réveille, j'entends les bruits de réanimation, je vois que je suis branchée de partout, même là, branchée. D'accord. En fait, je pouvais pas me lever, en fait. Je me nourrissais par les fils, je faisais mes besoins par les fils aussi. Tout, j'étais branchée, en fait. Et quand je me réveille, moi, je comprends rien du tout. Et il y avait qui? Heureusement, ma mère. Dès que je me réveille, il y avait ma mère. Et carrément, quand j'ai eu mon accident, en fait, mes amis, du coup, ils n'ont rien eu. Ils sont restés intacts, ils n'ont eu aucune blessure? Ouais, voilà. Tu as été la seule victime? Ouais. Dieu merci, parce que mon amie, ma copine, elle était enceinte. D'accord. Et en plus, il n'y a que moi qui savais qu'elle était enceinte. D'accord. C'est un truc de malade. Et j'en étais à où, excuse-moi. Donc, tu te réveilles? Oui, voilà. Et je vois ma mère. Ma mère, elle était là, parce que dès qu'on l'a appelée pour lui dire que j'ai eu un accident de voiture dans le sud, premier train, elle est venue. D'accord. Logique. Donc, moi, ce qui retient un peu mon attention, c'est que réveille-moi dès qu'on est presque arrivé et tu te réveilles sur un lit d'hôpital, plein de sondes. Du coup, tu n'avais plus de cheveux. Mais ça, je m'en suis même pas. Ça, je savais pas encore. D'accord, tu ne t'étais pas encore vu. Voilà, dans le sud, en fait, j'étais clouée au lit. Je bougeais pas, je pouvais pas, j'allais pas dans la salle de bain, je voyais pas, il n'y avait pas de miroir, il n'y avait rien du tout. Donc, ça, je me rends pas compte. Au début, je suis dans le sud, je suis en mode branchement, je suis dans mon lit. Après, j'ai fait de la réanimation et au bout de 2-3 semaines, on va au Bourget, en ambulance, moi, ma mère et les ambulanciers, quoi. Et là, on t'a expliqué ce qui s'est passé? Tu comprends ce qui se passe à ce moment-là? D'ailleurs, voilà, je disais, quand je me réveille, je vois ma mère. Ma mère, elle me dit, Kéliane, t'inquiète pas, genre, je t'en veux pas. Directement, elle m'a dit ça, hein, je me rappelle comme si c'était hier. Et pourtant, dans le sud, il n'y a pas beaucoup de choses que je me rappelle, mais ça, je m'en rappelle. Dès qu'elle m'a vu, je me réveille, elle m'a dit, ma fille, t'inquiète pas, je t'en veux pas. C'est pas grave, t'as eu un accident, c'est pas grave. T'inquiète pas, ils vont bien s'occuper de toi, tu vas aller mieux, Dieu merci, t'es vivante et t'inquiète pas. Déjà, ça m'a rassurée. Et je parlais même pas, hein. Je l'écoutais, j'étais dans le gaz. Tu comprenais pas? Oui, voilà, j'étais dans le gaz. En fait, je comprenais pas. Je me disais, mais qu'est-ce que je fous là? Je vois des médecins, parce qu'il ne m'était jamais arrivé un truc comme ça avant ça, tu vois. C'était un trou noir, en fait. Exactement. D'accord. Et après, je suis allée au Bourget, au centre de rééducation. Et là-bas, c'est là-bas qu'en fait, je commençais à voir les choses. D'accord. Déjà, je commence à comprendre, excuse-moi, Kéliane, ouais. ce qui t'était arrivé et ce que tu vivais à l'instant T, du coup. Exactement. En fait, quand je me rappelle carrément, là, j'ai encore les souvenirs, parce qu'on avait fait une longue route. C'était au moins 6-7 heures, voire plus. Parce que de Valence au Bourget, en ambulance, c'était insupportable. J'étais avec ma mère. En plus, il faisait chaud.
C'était T'as insupportable. mal vécu ce trajet. Je vais passer à Sephora et on reviendra sur ton sujet juste après avoir D'accord, ok, pas de souci. écouté Sephora. Sephora, tu as donc eu un cancer du C'est ça. ganglion. C'est Est-ce ça. que tu peux nous expliquer ce qui t'est arrivé, s'il te plaît? Oui. Donc, c'était en 2016. D'accord, J'avais 19 ans. d'accord. Je me suis réveillée un jour avec une boule dans le cou. Une boule, Ouais, au niveau du cou. d'accord. Je ne savais pas ce que c'était. C'était indolore, donc ça me faisait rien, mais juste c'était gonflé. Donc, j'ai pas vraiment prêté attention à ça parce que ça me faisait pas mal. D'accord. Et du coup, ce qui s'est passé après, c'est que j'ai laissé le temps un peu passer. Et au bout d'une semaine, j'avais toujours la boule. Et j'ai vu qu'il y en avait une autre qui était en dessous de mon bras. D'accord. Donc, et ça commençait à me faire mal. Donc, j'ai appelé un médecin, je lui ai expliqué. J'avais appelé SOS médecin à l'époque. D'accord. Je lui ai expliqué ce qui se passait, que j'avais deux boules, que j'avais mal et que je ne comprenais pas ce que c'était. Et le médecin m'a dit que c'était des ganglions et que ça arrive, que c'est pas très grave. Au bout de quelques semaines, ça allait partir. Que des fois, c'est à cause du froid, quand on se couvre pas assez, ou une infection, et que c'était pas grave. D'accord. Donc moi, forcément, le médecin il me dit ça, je me fais pas de soucis, j'écoute le médecin et je continue ma vie. Sauf que les semaines passent et je vois que ça gonfle et que ça me fait de plus en plus mal. Donc là, je me suis inquiétée, je me suis dit, bon, le médecin m'a dit que ça allait partir, mais ça part pas, et en plus j'ai mal. Donc je suis partie à l'hôpital avec mon père. Et quand je suis arrivée à l'hôpital, je leur ai expliqué ce que j'avais. Ils m'ont fait des prises de sang, donc aux urgences, ils m'ont pris direct, prise de sang, radio, scanner, ils ont tout fait. Au début, ils ont dit que j'avais une tuberculose, sauf que j'avais pas voyagé. C'était pas ça au final. D'accord. Et le lendemain de quand je suis arrivée aux urgences, il y a un médecin qui est venu dans la chambre où j'étais des urgences. Il a prélevé du liquide au niveau du ganglion que j'avais sur le cou. D'accord. Et il m'a dit, d'ici quelques minutes, d'ici 30 minutes, je reviens et on aura un résultat sûr et on saura ce que tu as. D'accord. Donc il y avait ma sœur et mon père, donc on a attendu. Et quelques minutes après, le médecin en question est revenu. Il a fait sortir tout le monde et il m'a regardé. Il m'a dit, bon, il faut que tu sois courageuse parce que bon, là, ce que je vais t'annoncer, c'est dur, mais il faut que tu restes forte. Donc à ce moment-là, je l'écoute. Et il commence à m'expliquer un peu, c'était des termes très techniques, je ne comprenais pas trop. Et j'ai entendu le mot chimio. Donc, je me suis arrêtée sur le mot chimio quand le médecin m'a parlé et qu'il m'expliquait ce que j'avais. Donc, sur le coup, je ne savais pas quel cancer j'avais. Pour moi, c'était chimio. Pour moi, qui dit chimio dit cancer et c'est la fin. Étant donné que j'ai déjà perdu ma mère d'un cancer, donc je savais ce que c'était la chimio. À ce moment-là, quand il m'a annoncé ça, mon père est revenu dans la chambre, ma sœur aussi. Et ils m'ont demandé ce que j'avais. J'ai pas dit ce que j'avais. J'ai dit, le médecin a dit que je vais faire de la chimio. Eux aussi ont compris ce que c'était. J'avais même pas besoin de dire, il a dit que j'ai tel cancer. Non, j'ai dit, je vais faire de la chimio. J'ai dit ça comme ça. Et c'était l'effondrement pour nous tous. Parce que c'était une nouvelle fois revivre ça dans notre famille. Donc ça a été compliqué. Ensuite, en fait, ça s'est enchaîné parce qu'il fallait faire très rapidement. Il fallait que je commence la chimio vu que ça traînait depuis un certain temps, comme j'ai dit. Les boules, elles étaient sorties depuis longtemps et je les avais gardées pendant des semaines et des semaines et des semaines. Et j'étais déjà arrivée au stade final du cancer. Donc, il fallait vraiment que ce soit pris en charge très rapidement. Donc, la semaine qui a suivi, j'ai commencé à faire la chimio. Je te sens émue, là. Oui. Je te sens émue. Respire. Prends ton temps. Je te sens émue et moi aussi, je sens l'émotion dans les yeux de ta sœur. Si tu as envie d'exprimer ton émotion, n'hésite pas à l'exprimer. N'aie pas honte, il n'y a pas de jugement. C'est ton parcours à toi, c'est ton bagage à toi. Et c'est même une force d'avoir affronté ce cancer. Ouais. Donc vas-y. Oui, je disais, j'ai commencé la chimio, ça a été très rapide, tout a été programmé à l'avance, le nombre de séances que j'allais avoir. Donc la première séance a été la plus compliquée, étant donné que les produits qu'on m'a injectés, mon corps ne connaissait pas, c'était inconnu. Donc ça a été très dur. À la fin de la chimio, j'étais très fatiguée. Et puis j'ai continué pendant plusieurs semaines le traitement. J'allais chimio avec mon père. Donc c'est lui qui m'a accompagnée tout au long de cette épreuve. On l'a traversée ensemble. Et
Du coup, ce qui s'est passé, c'est que quand j'avais commencé la chimio, le médecin il m'avait parlé de la perte des cheveux. Donc, il m'avait expliqué que certaines femmes perdaient leurs cheveux, d'autres non. Donc, il m'a dit, on va attendre de voir d'ici la première séance si les cheveux tombent ou pas. Il m'a dit, soit tu coupes avant de commencer le traitement, comme certaines femmes le font, elles coupent avant, soit tu gardes tes cheveux et puis si jamais tu vois que ça tombe, tu coupes. Moi, je ne voulais pas couper mes cheveux, donc je me suis dit, bon, on verra bien. Parce qu'en fait, pour moi, couper les cheveux, c'était accepter la maladie et c'était surtout me dire, en fait, ça va être écrit sur mon front. Et c'était quelque chose que je voulais vraiment cacher. Je ne voulais pas que les gens sachent que j'étais malade. Je voulais vivre normalement, même si j'étais malade. Du coup, couper mes cheveux, c'était vraiment trop radical pour moi parce que déjà que j'avais du mal à accepter cette maladie, j'étais dans le déni. Pour moi, si je coupais mes cheveux, ça voulait directement dire j'ai un cancer. Parce qu'on sait que quand les femmes elles rasent leurs cheveux, en général, on comprend directement que elle est malade et je ne voulais pas du tout qu'on voit ça sur moi. Est-ce qu'il n'est pas important de faire cette différence entre le déni et le rejet? Je pense que si. Moi, je rejetais ça. Je ne voulais pas. Je l'acceptais pas. J'acceptais pas cette maladie et je le rejetais. Donc, j'ai commencé la chimio, comme je disais. J'ai pas coupé mes cheveux. Première séance, ça s'est bien passé. J'étais fatiguée, mais j'ai pas perdu mes cheveux. C'est seulement un mois après, je me souviens, j'étais chez une de mes grandes sœurs. À l'époque, j'avais un tissage et j'étais en train de l'enlever. Et en fait, quand j'ai enlevé les nattes, j'étais en train de peigner mes cheveux. Et je voyais qu'il y avait des cheveux qui tombaient, mais je me suis dit, bon, quand on garde une coiffure plusieurs semaines, il peut y avoir des cheveux morts. Sauf que là, je perdais des grosses touffes de cheveux. Et là, sur le coup, j'ai même pas pensé à... Mais c'est la chimio. Tellement que j'acceptais pas ce truc. Bon, je me suis dit, mais c'est bizarre, en fait. Pourquoi mes cheveux ils tombent? J'ai pas fait le lien directement que, en fait, j'avais déjà commencé la chimio avant. Et je vais voir ma sœur. Je lui dis, mais je comprends pas. Regarde mes cheveux. Et elle m'a dit, ah, mais c'est peut-être le traitement. Et c'est là que je me suis rappelée de la chimio, en fait. Tu t'es rappelée de ce que tu étais en train de vivre. C'est ça. Tellement je le rejetais, je me suis rappelée. Et je me suis dit, non, c'est pas possible. Là, j'ai dit non. Depuis le début, je le cache. Depuis le début, je le veux pas, je le rejette. Là, je vais devoir accepter. Et tout le monde va voir que je suis malade. Et c'était vraiment une chose que je voulais à tout prix cacher. Pourquoi, sans indiscrétion? Parce que je voulais pas qu'on ait de la peine pour moi. Je voulais pas qu'on me regarde en se disant... oh la pauvre. Parce que j'avais déjà cette étiquette-là sur moi. Vu que j'avais perdu ma mère étant jeune, j'étais déjà oh la pauvre. Et en fait, je me faisais pitié à moi-même, mais je ne voulais pas que les gens aient pitié pour moi parce que... le regard de l'autre. Voilà, le regard des gens. C'est ça. Tu voulais effacer cette image-là? C'est ça, parce que j'avais déjà cette étiquette, déjà. Je l'avais depuis que j'avais perdu ma mère. Et là, je me disais, encore un drame. On va encore dire, oh la pauvre. Déjà que les gens, quand ils me regardent, ils sont, ah, t'es forte, ah, vraiment, la pauvre. Et je voulais pas avoir à entendre ça, avoir les regards des gens sur moi. Donc, pour moi, j'étais obligée de le cacher. D'accord. Est-ce que le fait de le cacher, ça te rendait c'était une forme de carapace qui te rendait un peu plus forte vis-à-vis des autres? Oui et non. Ça me rendait pas forcément plus forte vis-à-vis des autres. Mais ça me permettait, en tout cas, de me protéger aussi. Donc, voilà. D'accord, donc je te laisse continuer ton histoire. Comme je dis, j'étais chez une de mes grandes sœurs, donc je suis rentrée chez mon père. Et là, en pleurs, je regarde mon père, je lui dis, c'est fini, garde mes cheveux, ils tombent. Et mon père, il me regarde, il me dit, mais non, t'as perdu un petit peu, mais c'est pas grave, regarde, tu peux encore les attacher, tes cheveux. Tu t'inquiètes pas, tu vas pas couper, on va cacher les trous, mais ça va aller. Enfin, il essayait de me rassurer du mieux qu'il pouvait. Et je lui dis, non, il faut que tu me coupes les cheveux là, parce que je peux rien faire avec. Même si j'essaie de me coiffer, ça tombe, j'essaie d'attacher, je perds des cheveux dans mes mains. Autant tout couper. Et du coup, mon père, il voulait pas, il m'a dit, moi, je peux pas le faire. Il n'avait pas la force. Il n'avait pas la force. Il a dit, moi, je ne peux pas le faire. Il a appelé mon grand frère. Et il a dit à mon grand frère, il faut que tu viennes lui couper les cheveux parce que moi, je ne peux pas le faire. Donc, le lendemain, mon frère est venu. Il m'a coupé les cheveux. Et en fait, à partir du moment où il a coupé, dès qu'il a terminé, je suis partie dans la salle de bain, je me suis enfermée dans le noir. Je suis restée quelques heures, mais plusieurs heures comme ça. Je ne voulais pas me regarder parce que je savais que j'allais voir la maladie, en fait, à travers le miroir. Et donc, après, je me suis levée, j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai allumé la lumière, je me suis regardée et c'est là que c'est la première fois que j'ai pleuré depuis qu'on m'avait annoncé cette maladie. Cette maladie, parce que c'était là que je réalisais que j'étais vraiment malade. Je vais te laisser reprendre tes émotions. Je vais
Je vais donner la parole à ça. Est-ce que ce type de réactions sont des réactions tangibles, sont des réactions récurrentes? Ce sont des réactions qui reviennent très souvent, malheureusement. Beaucoup de personnes souffrent de cancer ou d'autres formes de pathologies et qui préfèrent en souffrir en silence et qui préfèrent ne pas le communiquer, ne pas le partager avec certains membres de leur famille par peur d'être jugés ou même juste par peur de devoir attendre le soutien ou l'aide d'une personne qui ne le rend pas de la manière attendue, renvoie une douleur assez conséquente. Et ces gens-là se protègent, elle l'a très bien mentionné, je me protège de cette démarche pour pouvoir paraître plus forte. Mais en fait, non, des fois, ça fragilise plus qu'autre chose, en fonction des familles. Merci à ça. Donc, tu as eu le cancer. Je reviens un peu sur ton histoire. Oui. Tu as eu le cancer des ganglions. Oui. Ça a duré combien de temps? Parce que les ganglions sont sortis. Ouais. Et quels ont été les délais? Donc, comme j'ai dit, ça a été découvert au stade 4, donc stade final. J'ai commencé la chimio en décembre. Ça a été découvert fin novembre, donc c'est comme je dis, ça s'est enchaîné, quoi. J'ai commencé en décembre jusqu'en mai. D'accord. Donc ça a été très, très, très rapide parce que vous n'aviez pas connaissance en amont. Voilà, c'est ça. Il fallait que ce soit pris en charge rapidement pour pas que ça s'empire, quoi, vu que c'était déjà au stade final de la maladie, qu'il fallait le prendre en charge assez rapidement. D'accord. Je vais rebasculer sur l'histoire de Kéliane. Tout à l'heure, Kéliane, du coup, on revient de Valence. On a fait 7 heures de route, si je ne me trompe pas, avec ta maman qui t'a accompagnée. Tu arrives en centre de réanimation. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Alors, quand j'arrive au centre de réanimation, je sors de l'ambulance, j'étais dans les brancards, là, dans les lits. Là. Ils me tirent et tout. Et je vois, j'arrive dans un endroit comme l'autre hôpital, mais un peu plus vivant, on va dire. Je vois, il y a beaucoup de personnes. Je vois, il y a beaucoup de personnes en fauteuil roulant. Moi-même, j'étais en fauteuil roulant. Donc après, les ambulanciers m'ont enlevé du brancard, ils m'ont mis sur un fauteuil. Et je vois une dame, elle me dit « Oui, bonjour Kéliane, tu seras ici maintenant dans un centre de rééducation. On va s'occuper de toi, on va tout te réapprendre et t'inquiète pas, ça va bien se passer. » Je comprends pas trop. Je vois qu'on me pousse, on me ramène dans une chambre, on me dit « Ouais, ça va être ta chambre. » On me ramène un emploi du temps. Je me dis « Je suis à l'internat ou quoi ?» Franchement, je comprenais pas. Je me disais, mais je suis à l'internat ou je suis où là en fait? À ce moment-là, tu réalises pas. Est-ce que à ce moment-là, Kéliane se retrouve dans le déni plutôt? Elle n'est pas dans le rejet, mais plutôt dans le déni? Je ne sais pas si on peut réellement parler de déni. Je ne sais pas si on peut réellement parler de déni parce qu'il y a eu plusieurs phases. Il y a eu l'accident, il y a eu ce coma. Je ne sais pas s'il a été artificiel. Il y a eu ce coma et après, il y a eu cette prise de conscience, donc cette reconnexion à soi, avec sa maman qui était présente, etc. Oui, on peut peut-être parler de déni face à la gravité parce que le corps, il est peut-être en somatisation, on ne sent pas réellement ses douleurs de par tous ces antibiotiques, tous ces médicaments qui sont injectés dans le corps. Donc effectivement, on peut peut-être parler de déni et de cette impression de les choses vont très très vite. Est-ce qu'ils ne sont pas en train de dramatiser la situation? Mais elle-même, elle n'est pas en conscience d'effectivement la gravité de l'accident et des conséquences que cet accident a eu sur elle. Donc oui, on peut peut-être parler de déni à partir de là. Donc oui. Merci à ça. En fait, franchement, elle a tout dit. Parce qu'en fait, quand je suis arrivée, je savais que mon corps, je le sentais plus comme avant. Je savais qu'il y avait eu quelque chose, mais je ne comprenais pas trop, en fait. D'accord. Et après, quand c'est le soir, quand ma mère elle est partie, c'est là que j'ai commencé à comprendre. Tu as réalisé ce que tu vivais. Exactement. Et qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là? Déjà, c'est la première fois... Ah oui, déjà, le premier jour qu'ils me ramènent dans ma chambre, première fois que je vais dans une salle de bain. Toute seule? Oui, j'étais en fauteuil, hein, mais en fait, ma salle de bain elle était adaptée. Et il y avait un miroir, genre à ma hauteur, quoi. Et je me regarde. Waouh. Je vois que j'ai plus de cheveux. Je vois que j'ai perdu un œil. Et je vois que j'ai maigri. Je faisais 50 kilos. Pourtant, de base, je suis... Quelqu'un bien en chair. Voilà. 50 kilos, plus de cheveux, œil en moins. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe?
Après, le lendemain, je voyais Tu arrives dans ta salle de bain, tu vois que tu n'as plus de cheveux, il te manque un œil. Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu es toujours dans l'incompréhension, alors. Oui, voilà. En fait, j'ai mis du temps à comprendre. Hein, parce qu'au début, même quand je suis arrivée au centre de rééducation, là c'est là que j'ai commencé ma dépression, en vrai. Parce que là, je me disais, ça y est, j'ai 18 ans, j'avais 18 ans à l'époque, j'ai 18 ans, j'ai plus mes cheveux, sachant que moi, je suis quelqu'un, j'aime trop mes cheveux, j'ai jamais coupé mes cheveux. J'ai plus mes cheveux, j'ai perdu mon œil, surtout mon œil. Genre, je voyais que, genre, ça y est, là, je me rends compte, je vois d'un œil. C'est un truc de malade. Genre. Comment je vais m'en sortir? Exactement. C'est quoi mon Et carrément, et là encore, là, ça va parce que là, je tourne ma tête, ça y est, je me suis habituée. Mais au début, des fois, carrément, il y a des gens là, je les voyais pas, je leur disais pas bonjour. Genre, des fois, j'arrive quelque part et je dis bonjour à tout le monde, genre, je check, je serre la main, tout ça. Et genre, je vais m'arrêter. Parce que la personne, je la vois pas. Après, la personne va me dire, mais ouais, t'es sérieuse là? Je vais dire, ah, mais je t'ai même pas vu. D'accord. Et au début, les gens, ils se moquaient un peu. Tu vois, j'avais des petites moqueries où des fois, les gens, ils se demandaient... Sans vouloir te couper, on va revenir après aux réactions et aux conséquences. Est-ce qu'on peut avancer dans l'histoire? Donc là, tu te retrouves dans ta salle de bain, dans ton centre de réanimation, tu comprends que tu es devenu handicapé d'un œil, tu n'as plus de cheveux, tu es dans l'incompréhension. Qu'est-ce qui s'est passé après ça? Bah, en fait, j'ai fait une dépression déjà. Quand je suis arrivée, je ne me suis pas battue directement. J'ai fait une dépression totale. C'est-à-dire que je bougeais plus de mon lit, je voulais plus rien faire. Parce que carrément, on me mettait des couches. D'accord. Genre, on mettait des couches. Parce que tu n'étais pas autonome. Voilà, exactement. Je ne pouvais pas aller aux toilettes toute seule parce que j'étais en fauteuil, etc. J'ai mettais des couches. Donc moi, je restais dans mon lit. Et carrément, j'étais devenue trop bizarre. Ma mère, elle venait me voir, elle me disait, mais Kéliane, va te laver. Tu vois, les infirmières, en fait, elles venaient tous les matins pour me laver, mais je ne voulais plus. Là, carrément, c'était à cette période-là... J'en voulais à tout le monde, je parlais mal à tout le monde, je voulais rien savoir. D'accord. Tu en voulais à quelqu'un en particulier? À ton ami, conducteur peut-être? Ouais, bah lui, je lui en voulais parce qu'en plus, il s'est sauvé. Donc, en fait, tu fais un accident, moi, tu sais pas si je suis morte ou si je suis vivante, et tu pars. Il s'est enfui de l'hôpital. Pourquoi? Bah, je sais pas, il avait peur, je sais pas. Il n'avait pas le permis ou... Ah non, il n'avait pas le permis non plus. D'accord, c'est donc peut-être la raison pour laquelle il s'est sauvé. Donc tu t'es senti abandonné. Ça a suscité un sentiment de colère envers cette personne. Exactement. Et je me demandais, mais il est où? Qu'est-ce qu'il fait là? Peut-être que... En plus, c'était en été, je me disais là, peut-être qu'il vit sa meilleure vie. Moi, je suis là à cause de lui, en fait. À ce moment-là, tu savais qu'il était encore en vie? Bah oui, parce qu'on m'a dit que... Parce qu'en fait, quand on a eu l'accident... Il n'y a que moi qui était en état de choc. D'accord. Eux, ils étaient debout, ils marchaient, ils étaient choqués, mais ils étaient bien, tu vois. Et quand on allait à l'hôpital, on allait tous à l'hôpital. Moi, je suis allée direct dans le bloc opératoire, parce que moi, j'étais inconsciente. Et eux, on les a ramenés faire des tests. D'accord. Venez, on va voir si vous avez rien de cassé, on ne sait jamais, même si là, vous avez rien. On va voir si vous avez rien vraiment à l'intérieur et tout. D'accord. Et lui, il s'est enfui. Avec sa robe d'hôpital. D'accord. Ça, c'est mon amie qui m'a raconté, du coup, comme elle était avec lui à l'hôpital, il s'est enfui avec sa robe d'hôpital. D'accord. Je vais basculer vers Sephora. On est au moment où, là, ton frère te coupe les cheveux. Ouais. Ton papa n'a pas eu la force, celui qui t'a accompagné durant tout le long de cette étape. Et là, il n'a pas la force parce qu'il doit couper les cheveux à sa fille. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Ensuite, ce qui se passe, c'est que je continue la chimio. Je continue d'aller à l'école aussi parce que j'étais étudiante. D'accord. Et je le cache. Tu faisais quoi à ce moment-là? J'étais en fac de langue à Orléans et j'habitais à Chartres. Enfin, j'étais suivie à l'hôpital de Chartres. Mon père habite à Chartres. Donc, c'est-à-dire que je faisais les allers-retours
Donc, c'était très fatigant aussi. Mais je ne voulais pas m'arrêter de vivre et je ne voulais pas qu'on voit que j'étais malade. Donc, j'allais à l'école quand je pouvais. Je ne disais pas que j'étais malade, personne ne le savait. À part dans ma famille, vraiment les gens proches, mais sinon, je ne le disais pas. Et donc, j'ai continué la chimio. Et vers la fin, il me restait, je crois, 2 séances de chimio. Je suis partie faire ma chimio, c'était l'avant-dernière. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, mais cette chimio m'avait vraiment fatiguée. Donc, quand je suis rentrée chez mon père après la chimio, donc je suis rentrée avec mon père, j'ai dormi. Mais j'ai dormi, je me suis réveillée. La chimio, c'était le vendredi. Je me suis réveillée. J'ai dormi pendant 24 heures, en fait. Voilà. J'ai dormi pendant 24 heures parce que j'étais épuisée. J'arrivais plus. Mon corps, j'avais l'impression de ne pas pouvoir me lever. Je me sentais faible. Et quand ça s'est passé comme ça, je me suis dit, bon, non, je peux plus, j'arrête là. En fait, ça sert à quoi? Je suis en train de faire la chimio, mais j'ai l'impression que ça m'affaiblit plus que ça ne me soigne. Et j'en pouvais plus, en fait. J'étais fatiguée. Et moi, dans ma tête, j'avais pris la décision d'arrêter la chimio. Mais j'en avais parlé à personne. Donc, dans ma tête, je m'étais dit, là, la prochaine séance, je vais dire au médecin que je le fais pas. Tu le fais pas, mais du coup, tu ne voulais plus guérir, tu voulais tout abandonner? Je voulais tout laisser. Je voulais tout laisser, j'en avais marre parce que, en fait, la chimio, c'est un traitement qui est très, très lourd. Et en fait, ça te détruit plus que ça... Enfin, ça te soigne, mais ça te détruit aussi. En fait, ça détruit tout, même les bonnes cellules. Donc forcément, le corps, ça se voit. Après, c'est compliqué. Et du coup, moi, je voulais plus. J'en avais marre, j'étais fatiguée. Et, donc tu voulais te laisser mourir? En quelque sorte, en gros, voilà, c'était au pire. Ce qui arrivera, arrivera. Quoi. Enfin, j'arrête. Donc... le fameux jour de la chimio est arrivé. Avant de la chimio, à chaque fois, on a une consultation avec le médecin pour parler de comment ça avance. Donc, il me dit vraiment, Séphora, tu es super forte et tout, parce que là, tu t'en sors bien, c'est bientôt fini. Là, tu vas faire ta séance et ça va bien se passer comme d'habitude. Et il y avait mon père aussi, toujours là. Et moi, je ne parlais pas, j'écoutais. Mais dans ma tête, moi, je savais que je n'allais pas faire. Donc, le médecin m'accompagne dans la salle de l'hôpital de jour où on fait les chimios. Et là, je lui dis non. Il me dit, comment ça? Et moi, je dis, non, je veux plus. J'arrête, je veux plus. Et il y avait mon père à côté. Mon père, il comprenait pas parce que j'en avais pas parlé en amont. Et le médecin, il me dit, mais Séphora, t'es consciente de ce que tu fais? Parce que moi, je peux pas te forcer à le faire. Mais sache que si t'arrêtes la chimio là, ce qui va se passer plus tard, ce sera encore pire. Il faudra pas nous en vouloir si on n'arrive pas à rattraper le truc. Et je lui dis, c'est pas grave, tant pis. Et donc, le médecin, il me dit, bon, je vais te laisser réfléchir, je reviens. Je te laisse parler avec ton père et je reviens. Et là, mon père, il me regarde, mais il ne comprenait pas ce qui se passait. Il me dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Et moi, je lui dis, non, franchement, papa, je suis désolée, mais j'arrive plus, je veux plus. J'en ai marre, je suis fatiguée. Et là, mon père, il me dit, mais t'as presque fini. T'es presque à la fin. Et regarde, le médecin, il a dit que le traitement fonctionne bien. Donc, ça veut dire que là, il t'en reste encore une et après, c'est terminé. Tu vas pouvoir reprendre ta vie. Et moi, je lui dis, non, je peux pas. Je lui dis, papa, je suis désolée, mais... Je suis vraiment désolée, mais j'y arrive pas. Je peux plus. Et à ce moment-là, quel est le sentiment? Donc, tu te sens plus forte? Je me sentais faible. Tu n'as plus la force? Incapable, vraiment. On se dit, adviendra que pourra. Est-ce que tu es énervée contre la vie? Est-ce que tu es énervée contre toi à ce moment-là? Je ne suis pas énervée contre moi, mais je suis fatiguée. J'ai l'impression d'être incapable de réussir, en fait. J'y arrive pas, donc je lui explique. Et mon père, il avait presque les larmes aux yeux, il me regarde. Et en fait, vu que mon père, c'est quelqu'un qui ne laisse pas transparaître ses émotions, et là, quand j'ai vu que... j'ai vu ses émotions à travers son visage, et ça m'a reboosté, ça m'a touchée. Et il m'a supplié de le faire. Il m'a supplié, et il m'a dit, s'il te plaît, fais-le. Tu peux pas me faire ça. Me fais pas ça, tu peux pas. Et quand il m'a dit ça, j'ai retrouvé une force. Je sais pas d'où c'est venu, mais j'ai dit, ouais, non, en fait, qu'est-ce que je fais là? Non. Donc, je suis allée et j'ai fait ma séance de chimio et c'est bien passé. À ce moment-là, ton père, il te redonne de la force. C'est ça. Ça me rebooste. Ouais, ça me donne une raison de me battre, en fait. Je me dis, mais en fait, c'est vrai, je peux pas laisser mon père comme ça. On a déjà vécu ça une fois. Non, je peux pas permettre que ça arrive encore une deuxième fois. Il s'en remettra pas. Donc là, ça me donne la force de le faire, d'y aller jusqu'au bout. Même si c'était compliqué pour moi, même si j'y arrivais plus, même si je me sentais faible, je me suis dit, je vais quand même le faire. D'accord. Je constate que là, à ça, le rôle de la famille est très important. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot par rapport à ça? Parce que quand je relate l'histoire de Kéliane,
On sent qu'elle se réveille émerveillée. Elle voit sa maman. Et là, ça lui redonne de la force. Sa maman qui lui dit « Kéliane, c'est pas grave, tu vas y arriver, je ne t'en veux pas ». On a Sephora qui, son père, l'accompagne durant toute cette maladie, malgré qu'il y a des moments où il n'a pas forcément eu la force, ce moment où le passage où on doit lui couper les cheveux. Quel est le rôle de la famille dans ces cas de figure? Le rôle de la famille est primordial. Et comme je l'ai mentionné tout à l'heure, il y a des personnes qui veulent absolument tout porter seules, mais en pensant à être fort de cette manière. Mais en fait, ils se fragilisent, et c'est clairement ce que j'ai dit. Et je reste convaincue que l'entourage contribue à tout état. L'entourage, si j'ai un entourage bienveillant, qui vont me faire vivre cet état différemment, qui vont m'aider à regagner en énergie, en estime, dédramatiser la situation, ce n'est pas sans conséquences positives. Donc c'est important de partager son émotion qu'elle a clairement fait avec son père. Papa, je suis épuisée. Et là, le père lui renvoie une émotion forte qui est « S'il te plaît, ma fille, je t'en supplie, ne me fais pas revivre ce que ta maman m'a déjà fait vivre. » C'est ce que vous avez perçu. Et c'est clairement ce qui lui a donné de la force, comme si elle devait se battre encore une fois pour offrir une nouvelle, je ne sais pas, une continuité agréable à son père. Là, le combat, il n'est même plus pour soi-même, hein, concrètement. Non. Il est pour ces gens bienveillants qui les entourent. Et c'est pareil pour la jeune femme qui est à côté de moi. Je vais repasser à Kéliane. On s'est donc rendu compte que cette amie est partie. Moi, je suis dans mon centre de réanimation. Comment se passe le processus de l'après-accident, plutôt, pardon? En fait, l'après-accident, fallait que je m'accepte. Déjà, moi, je ne m'acceptais plus. Je me disais, ça y est, j'ai 18 ans, j'ai plus de cheveux, j'ai pas d'œil, je vais faire quoi? Je peux rien faire, là. Après, quand... Excuse-moi de te couper, tu ne peux rien faire, c'est-à-dire tu te sentais moins attirante, quel était le sentiment exact? Exactement. Déjà, je me trouvais plus belle. Plus du tout. Avant l'accident, excuse-moi, Kéliane, tu étais plutôt une fille coquette, qui était sûre de toi? Très, très coquette, très sûre de moi, très... je me mets en avant, très... j'étais moi, en fait, j'avais trop confiance en moi, en fait. D'accord. Et là, ça m'a mis un gros coup. Du coup, là, ça te met un coup dans ton ego? Exactement, dans mon ego, même... Pas que dans mon ego, même on regarde des gens. Genre, ça y est, je me suis dit, ça y est, c'est la fin, en fait. Genre, il n'y a plus rien d'autre, il y a plus de choses à faire. Ma mère, carrément, elle venait me voir, elle voyait que j'étais en mode off, je respectais personne. Les infirmières disaient, je veux pas me laver, je veux rien faire. Je restais dans mon lit, je faisais rien. À ce moment-là, tu es un peu comme Sephora, tu n'as plus la force, tu ne veux plus rien. Exactement. Tu veux partir? Ouais, franchement, ouais. Partir où? Carrément, j'ai pensé à mettre fin à mes jours. D'accord, donc à ce moment-là, tu veux mettre fin à tes jours? Et carrément, c'est un truc de malade parce que ma mère, comme on dit, les mères, elles ressentent tout. Ma mère, elle me regardait, elle me dit, genre, ça, n'y pense jamais. Genre, nous, on est là, on va t'aider, t'inquiète pas. Carrément, elle pleurait. Elle me disait, je t'en supplie, ma fille, bats-toi. Bats-toi, tu peux pas rester comme ça. Bats-toi. C'est pas comme ça que tu vas aller mieux, en fait. Et j'ai vu ma mère pleurer, j'ai vu mes sœurs aussi, mes petites sœurs, parce que c'est moi la plus grande. Je voyais mes petites sœurs, elles venaient me voir, elles étaient tristes. Elles me voyaient comme ça, j'étais dans mon lit. Genre, vas-y. Et... Tu t'en es voulu à ce moment-là? Ouais. Tu t'es dit que c'était de ta faute? Parce que, tu sais pourquoi je m'en suis voulu? Parce que, comme par hasard, comment Dieu fait les choses, juste à la base, moi, je devais pas aller dans le sud. Hein. Mes amis devaient aller, eux deux. D'accord. Moi, je devais pas venir parce que j'avais trouvé un travail. Et carrément, j'avais trouvé un bête de travail à Hippopotamus de Val d'Europe. Ça se passait super bien. J'étais bien, en fait. J'avais une bonne paye, des bons pourboires. Et mes amis m'ont dit, reste. T'as trouvé un bon travail, t'inquiète pas. Des vacances, c'est rien. On ira quand t'auras des vacances, c'est rien. Reste. Moi,
Non, trop têtu. Moi, quand j'ai un truc en tête, je fais ce que je veux, c'est tout. T'as rien à me dire. Et je leur disais non, mais je viens, en fait. Que vous le voulez ou non, je serai là, en fait. Et ils insistaient, non, viens pas. Surtout ma copine, elle me le disait, elle me disait, viens pas. Reste à ton travail, t'as trouvé un bête de travail, pourquoi tu veux venir? T'inquiète pas, on ira dans 2 semaines ou après quand tu auras des vacances. J'ai insisté. Et tu as insisté, pourquoi? Parce que est-ce que tu avais peur de rater quelque chose, que ce moment ne revienne plus? Ouais, exactement. Ouais, en fait, c'était la jeunesse. Je voulais suivre mes amis. Je me suis dit, mais comment ils vont dans le sud? Moi, je reste ici. C'est pas possible. D'accord. Et comme par hasard aussi, ma copine, là, avec qui j'ai eu l'accident, tout le temps, on se disputait sur le fait que je ne mette jamais ma ceinture. Je ne mettais jamais ma ceinture. D'accord. Partout, on travaillait ensemble, on sortait en soirée ensemble, on était tout le temps ensemble. Et tout le temps, on se disputait. Carrément, la dernière dispute qu'on a eue, limite, on allait se battre. Parce que tu ne mettais Parce que je ne mettais jamais ma ceinture. Elle me disait, mais mets ta ceinture, t'es malade ou quoi? Imagine, un jour, tu vas te manger le pare-brise dans la gueule. Carrément, elle m'a dit ça, mot pour mot. Un jour, tu vas te manger le pare-brise dans la gueule, tu vas tout comprendre. D'accord. Et pourquoi tu ne voulais pas mettre ta ceinture? Qu'est-ce qui te poussait à faire ça? Je sais pas, en fait. En fait, je faisais ce que je voulais. Genre, j'étais vraiment jeune et inconsciente. Genre, soit j'attachais la ceinture derrière, genre pour pas qu'elle me colle, soit je sais pas. En fait, ça me gênait, je sais pas. Donc, t'as 18 ans à cette époque-là, la vie te sourit, t'es coquette, j'imagine que t'as du beau monde qui est derrière toi, qui veut draguer Kéliane, etc. etc. Tu te sens un peu au-dessus de tout. Exactement, invincible. Tu te sentais invincible à ce moment-là. Très bien. Je reviens à toi. Je pense que Assa, tu veux dire quelque chose? C'est intéressant de relever à quel point cette souffrance, elle est conséquente par rapport à cette notion de je me sens invincible et boum, je m'endors, il se passe plein de choses. Et après, je ne retrouve plus toutes ces facultés qui me paraissaient mais automatiques, voire légitimes. Même faire juste ce mouvement qui, neurologiquement, cérébralement, c'est énorme. Il y a plein de trucs qui se mettent en place. Donc cette dépression, elle est juste légitime par rapport à cet état de je me sens invincible à j'ai ce corps qui reflète plus rien. J'ai ce corps avec lequel je ne peux plus rien faire. En tout cas, la perception que Kéliane peut peut-être se renvoyer. C'est comme ça que tu l'as vécu. Sephora, Oui. C'est donc la dernière chimio. C'est ça. Tu veux abandonner, mais papa, ton super papa, qu'on salue d'ailleurs, te donne de la force et te supplie, en tant que parent africain, il supplie son enfant de ne pas arrêter. Touché, en fait, parents africains, c'est ça. Parce que on connaît nos papas, ils sont très orgueilleux. Et puis même en retrait, ou pas montrer. Par exemple, si les tristes, il ne va pas le montrer. Mais là, j'ai vu qu'il m'a parlé avec son cœur. Donc ça m'a tellement touchée que je me suis dit, mais non, en fait. Et puis j'ai pensé à mes sœurs. Je ne peux pas leur infliger ça. Je suis la dernière de la famille. Donc je sais que c'était difficile pour toute la famille. Ça a été très dur. Et je me suis battue pour eux, en fait. C'était vraiment... Ça ne tenait qu'à moi, j'aurais arrêté. Vraiment. Parce que ça n'avait plus la force, comme tu nous as dit précédemment. C'est ça. Donc, c'est la dernière chimio. Papa te parle, te supplie. Qu'est-ce qui se passe après? Je rentre dans la salle. Je fais ma chimio. Donc, tout se passe bien jusqu'à la fin. Et on me récupère, mon père, et on rentre. Et le médecin, après, m'a dit que c'était la dernière. Et j'avais fini mes traitements. Et que... à ce moment-là, tu es guérie. En rémission, oui. En quelque sorte, on va dire guérie, mais sinon on dit en rémission. Terme médical, j'étais en rémission. Et le médecin il m'a dit, c'est bon, tu as réussi, tu as fini ton traitement, tu as fait toutes les chimios, toutes les séances. Et là, profite de la vie. Profite. Tu es jeune et tu es forte. La félicité. Et, en fait, je ne réalisais pas sur le coup quand il me disait ça. Mais c'est quand je suis rentrée et je me suis dit, j'ai réussi. Ouais. Tu as réussi. J'ai réussi. Qu'est-ce que vous avez ressenti derrière ce « j'ai réussi » ? Une libération. Et je me suis sentie tellement forte parce que je ne pensais pas que je pourrais le faire. Moi, je pensais que j'allais y passer, que même si je faisais la chimio, que ça allait se passer comme pour ma mère, parce que ma mère aussi, elle a fait la chimio. Et c'est pas pour autant qu'elle s'en est sortie. Donc pour moi, c'était, ça va être la même chose. Ouais. Et pour moi, c'était une libération. Vraiment, j'étais trop contente et tellement fière de moi. Et aujourd'hui, c'est vraiment ma plus grande fierté. Bravo à vous. Merci. Dans votre service d'oncologie, du coup, il y avait un suivi psychologique qui a été
proposé, j'imagine. Oui. C'est assez automatique. Vous avez réussi à aller mettre en place ce suivi psychologique et aller verbaliser, mettre des mots sur vos souffrances qui peuvent peut-être être légitimes à ce moment-là, en tout cas. Est-ce que c'est une démarche qui a bien eu lieu et que vous avez abouti? Comment ça se passait, du coup, avec ce thérapeute? Donc, le médecin, mon collègue qui s'occupait de moi m'en a parlé. D'accord. Au début, je ne voulais pas. Je voulais pas. Pourquoi? Je voulais pas parler. En fait, je suis quelqu'un qui gardait tout pour moi. D'accord. Et je voulais pas que les gens sachent que ça allait pas. Donc, je refusais. Mais le médecin, à chaque fois, il me proposait tout le temps. Et un jour, je me suis dit, pourquoi pas, j'ai rien à perdre en vrai. Bon, je l'ai fait qu'une fois, j'ai fait qu'une fois le psy, mais ça m'a fait du bien quand même de pouvoir mettre des mots sur certaines choses et puis d'échanger avec quelqu'un qui ne me connaît pas. De parler avec une personne tierce, extérieure à la situation, c'est ça. Qui peut peut-être comprendre votre souffrance, mettre des mots dessus. Est-ce que vous pensez que si vous deviez donner un conseil à une personne qui traverse ce que vous avez vécu, est-ce que vous lui direz effectivement, vas-y, va parler, va voir ce thérapeute qui pourra t'aider à alléger peut-être, pas forcément ta souffrance, mais en tout cas t'aider à la vivre différemment? Oui. Oui, bien sûr. Si je devais le conseiller à quelqu'un, oui. C'est vrai qu'avant, je refusais au début. Mais quand je l'ai fait une fois, je me suis dit, quand même, c'est bien de pouvoir parler avec une personne extérieure à la famille, par exemple. Raconter le quotidien, c'est ça. Rééquilibrer peut-être la charge mentale, parce qu'il y a une vraie charge mentale autour de tout ça quand même. Oui, effectivement. Merci pour ces précisions. Merci à ça et Sephora. Comment ça se passe la réanimation? Peux-tu nous expliquer un peu rapidement, parce que tu étais d'abord dans la rébellion, tu voulais abandonner, tu t'es rebellée contre le corps médical parce que tu en avais marre, tu t'en as voulu à la personne qui a été l'auteur de cet accident. Raconte-nous un peu comment la suite s'est déroulée, s'il te plaît. Alors, en fait, quand je me suis rendu compte que ça y est, là, ça y est, je commençais à réaliser que j'ai eu un accident, que là, je suis dans un centre de rééducation. Il faut que je réapprenne à tout faire, en fait. Parce que, comme je l'ai dit, j'étais en fauteuil roulant. En fait, comme j'ai eu un traumatisme crânien, mon cerveau, il avait oublié comment marcher. D'accord. C'est-à-dire que, en fait, dans ma tête, déjà, ça allait pas bien. Fauteuil roulant, ma main gauche, j'arrivais pas à l'utiliser. Je faisais tout avec la main droite. J'ai appris à tout faire avec la main droite. Heureusement que je suis droitière, d'ailleurs. Et après, la rééducation, au début, je voulais pas aller, comme je vous ai dit, rébellion, même les rééducateurs, ils venaient me chercher, je m'en foutais, je viens pas, c'est mort. Je faisais ma rébellion et tout. Après, ma mère, elle m'a beaucoup parlé. Même mon père, mes parents, ils étaient là, ils étaient présents. Ils me parlaient souvent, ils me disaient, mais si tu veux sortir d'ici, t'es obligé d'aller, t'as pas le choix. Ils ont l'habitude des fous comme toi. T'inquiète pas, des fous comme toi, ils envoient toute la journée, ils ont l'habitude, c'est leur métier. Après, j'ai dit, bon, j'avoue. Après, je me battais. J'allais aux rééducations, même si c'était un peu tôt, je me battais. Je me disais, bon, si je veux moi-même aller mieux. Parce qu'au début, en fait, je pensais plus à sortir vite de l'hôpital. D'accord. Au lieu de penser à moi. Et après, je me suis dit, mais en fait, même si je veux sortir là, il faut que moi-même je sois prête, en fait. Parce que je ne vais pas sortir comme ça, comme une gogole. C'est pas la peine. Donc là, on peut parler de phase d'acceptation. Ouais. Là, du coup, t'acceptes ce que tu as vécu. T'acceptes qu'aujourd'hui, tu ne vois plus d'un œil, tu n'as plus tes cheveux et que tu dois te battre pour retrouver la santé. Ouais. En fait, là, pour l'instant, physiquement, en fait, je m'en foutais parce que j'étais à l'hôpital. Donc, en fait, j'avais rien à prouver à l'hôpital. Donc, je m'en foutais un peu à l'hôpital de mon physique. D'accord. Là, après, je pensais plus à moi, ma rééducation, etc. D'accord. Donc, après, tu étais en fauteuil roulant. Aujourd'hui, je te vois que tu marches correctement. Ouais. Comment s'est passé le processus? Carrément, en rééducation, en fait, je faisais un peu ma propre rééducation, on va dire. Par exemple, chez la kiné, on avait un grand couloir, genre d'au moins, je sais pas combien de kilomètres, vraiment grand. Et c'est là qu'on réapprenait à marcher, ou on apprenait à marcher du moins. D'accord. Et toujours ce couloir-là, je tombais et j'en avais marre, carrément, je pleurais.
Je me disais, mais c'est pas possible. Genre, j'arrive pas à faire 2 pas, genre. Je tombais. À chaque fois, la kiné, elle me relevait. Elle était super gentille. Elle me relevait, elle me disait, t'inquiète pas, c'est rien, avec le temps, t'inquiète. Et à chaque fois, je tombais. Carrément, ce couloir-là, c'était ma phobie. C'est le couloir de la mort pour toi? Exactement. Quand elle me disait, on va faire le couloir, on va marcher un peu. Je disais, non, s'il te plaît, me fais pas ça. C'était une souffrance. Exactement. Parce qu'à chaque fois, je tombais. Et en plus, comme il y avait beaucoup de gens qui marchaient et tout, j'avais honte. J'étais là, j'arrivais pas, je tombais. D'accord. Ça dure combien de temps, cette étape-là? On va dire 3-4 mois. D'accord. Donc pendant 3-4 mois, tu réapprends à marcher. Voilà. Et après, j'ai trouvé une technique. D'accord. Je me suis trouvé une technique. Quelle a été cette technique alors? Ma technique, en fait, c'était... comme c'était un long couloir, je me faisais comme si j'étais dans un défilé de mode. Wow. Et genre, je mettais comme ça ma main et je défilais. Et carrément, la kiné, elle rigolait. Elle me disait, mais t'as trouvé ta technique. Genre là, ça, était à l'aise. Et tout le temps, je faisais ça. Je marchais. Et après tellement j'étais habituée à faire ça, quand je marchais, genre, je mettais pas ma main comme ça, mais dans ma tête, c'est comme si j'étais dans un défilé. C'est-à-dire, je marchais comme ça. Et ma mère, toujours, elle me disait, mais pourquoi tu marches comme ça? Je disais, ah, t'inquiète. Donc, dans ta tête, tu avais trouvé, du coup, la manière de réapprendre à marcher. Ouais, d'accord. Voilà. Après, tu réapprends à marcher. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Tu restes combien de temps dans ce centre de rééducation? Dans le centre de rééducation, en tout, je suis restée 8 mois. 8 mois. Ouais, c'était long. 8 mois où on te réapprend à marcher. On me réapprend à marcher, on me réapprend à parler. À parler aussi. Parce que j'avais une fracture à la mâchoire, donc j'articulais pas. En plus, comme j'avais un traumatisme crânien, j'avais perdu peut-être du vocabulaire, en fait, j'avais tout oublié. En fait, j'étais devenue comme un bébé. D'accord. Fallait tout me réapprendre. T'es repartie à zéro. C'est important ce qu'elle dit parce que je pense qu'il y a une zone du cerveau qui a été affectée, qui a dû effacer tous les apprentissages qui ont été encodés au préalable. Et là, du coup, c'est comme un bébé. Il faut vraiment tout réapprendre. Et c'est pas apprendre, c'est tout réapprendre. Donc, c'est 2 fois plus douloureux. C'est exactement ça. Et heureusement, carrément, que... j'avais ma mère et mes sœurs, ils m'avaient ramené une tablette, ils m'avaient acheté une tablette. Et sur la tablette, je téléchargeais plein d'exercices, etc. Sur la réflexion, sur la rapidité, plein de trucs. Et à chaque fois, je m'entraînais. Quand j'étais dans ma chambre, je faisais ça. Après, j'allais en rééducation, donc j'apprenais aussi encore un peu. Je voyais une neuropsychologue. La neuropsychologue, elle, c'était comme un peu ma prof. Elle me faisait des dictées, des mathématiques, donc des exercices. Voilà, tout en fait. J'étais à l'école. D'accord, donc 8 mois de réanimation. Et là, tu dois sortir. Comment tu te sens au moment de la sortie de ce centre de réanimation? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? En fait, déjà pour sortir, c'était dur. Parce qu'en fait, il y a des sortes de conseils de classe. En fait, quand je dis sorte de conseil de classe, parce qu'il y a ton médecin et tous les rééducateurs que tu vois. Et ta mère, et ton responsable légal, quoi. Et déjà, j'en ai eu une première. À la première, ils m'ont dit, franchement, tu sors pas. Tu vois bien que t'es pas prête. Tu peux pas parce que tu vas à aucune rééducation, tu participes à rien, tu veux rien faire, tu parles mal à tout le monde. Ça, c'était ta phase où tu étais dans la rébellion. Voilà, exactement. D'accord. Et au second conseil de classe? Et au second... au second, de classe. Carrément au second, c'était magique, carrément je pleurais. T'as eu les félicitations. Exactement, presque toute la réunion, je crois, j'ai pleuré. Parce qu'ils me disaient, mais en fait, la première réunion, ça t'a mis une claque. Parce que là, on dirait que c'est 2 personnes différentes. D'accord. Donc, après, on te dit, on t'accorde la sortie. Ouais, là, on me dit que c'est bon, t'es prête. Quelle est ta réaction? Trop cool. Carrément, ma mère et moi, on s'est mis à pleurer, nous deux. On s'est mis à pleurer, on s'est fait un gros câlin. Après, j'ai remercié tout le monde. Donc là, c'est l'émotion. Ah ouais. Mais je les ai remerciés. Pourtant, au début, je leur en voulais, les rééducateurs. Genre, comme si c'était des professeurs, comme si... ça me saoule, ouais. Okay. Mais en fait, ils étaient là pour moi. Ils s'en foutent, hein. Même si je reste dans ma folie, c'est pas leur problème, c'est leur métier. D'accord. Donc là, tu sors de l'hôpital. Ouais, là, je sors de l'hôpital, mais là, c'est difficile un peu parce que mon entourage, on va dire, comme avant mon accident, j'étais beaucoup une fille qui sort en boîte,
qui capte ses copines, restaurant. T'aimais faire de la mala. Hein. Voilà. Et là, je voyais que mes copines, même mes copains, enfin mon copain du moment, genre plus personne me calcule, plus personne ne m'invite aux soirées, on m'invite plus, on m'appelle plus. C'est devenu un peu la rejetée. Exactement. On revient sur ça juste après. Sephora. Oui. Du coup, tu as vaincu. Ouais. Tu as vaincu ce cancer, toi qui voulais tout abandonner. Qu'est-ce qui se passe après? Après, je reprends ma vie normale de jeune fille de 20 ans. Du coup, j'avais 20 ans à ce moment-là. Tu te sens forte? Ouais, je me sentais vraiment forte. J'étais très bien entourée en plus. Par ta famille? Voilà, mes amis, ma famille. Ce qui m'a permis de rester forte, de tenir le coup, vraiment le soutien et aussi la prière. D'accord, parce que tu es croyante? Je suis croyante et je priais beaucoup. D'accord. Donc c'est vraiment ce qui m'a permis de pouvoir reprendre ma vie en main et d'avancer et de profiter surtout. De la vie. De la vie. Aujourd'hui, maintenant, je profite de la vie. Je ne m'attarde plus sur des futilités, c'est vraiment je profite et c'est que ça. D'accord. Je profite chaque jour. Donc à l'heure actuelle, on peut se dire que tu connais la réelle valeur de la vie. Clairement. Et on l'aperçoit généralement différemment. Tu l'aperçois d'une manière différente. Comme tu dis, tu n'es plus dans les futilités, tu t'arrêtes plus sur autre chose et tu profites de chaque seconde comme si c'était le dernier. C'est ça, oui. D'accord. Je vais demander à Kéliane. Kéliane, donc on sort de l'hôpital, on retrouve maman, les petites sœurs. Tu es un peu la rejetée de ton ancien groupe où tu étais invincible. Comment ça se passe? Quel est ton sentiment? Là, en fait, je veux montrer que même si j'ai eu mon accident, même si je suis comme ça maintenant, vous allez voir que je suis une vaillante, c'est comme ça, je suis invincible, je resterai invincible. D'accord. C'est comme ça. Kéliane, l'invincible, forever. C'est ça. Ta ceinture, aujourd'hui, tu la mets? Mais tout le temps, même si je suis derrière, je mets tout le temps ma ceinture, c'est trop important. En fait, je me rendais pas compte, mais carrément, je me disputais tout le temps avec mes amis et tout, mais là, je la mets tout le temps maintenant. Quel conseil pourrais-tu donner à une personne qui actuellement se retrouve dans sa période de Kéliane l'invincible? Je suis une warrior, même si je mets pas ma ceinture, je m'en fous, on va pas m'arrêter. Quel conseil peux-tu donner à une personne qui se retrouve dans cette position? Franchement, on n'a qu'une vie et à cause d'une ceinture, gâcher sa vie, ça sert à rien, c'est pas la peine. Parce que moi, Dieu merci, je m'en suis sortie, là, je vais bien et tout. Mais y a des gens qui sont pas aussi forts que moi et qui n'arrivent pas à gérer la situation comme j'ai pu la gérer. Donc, mettez vos ceintures, c'est trop important. Même parce que c'est pas forcément toi le fautif ou la personne qui conduit, ça peut être quelqu'un d'autre. Et la vie, elle est trop courte, on peut pas la gâcher pour une ceinture. Une ceinture, c'est rien, en plus, tu mets, ça se trouve, ton trajet, c'est 20 minutes, 10 minutes, qu'importe, faut toujours la mettre. Merci Kéliane. Quel est ton rapport avec la vie aujourd'hui? Aujourd'hui, franchement, je me pose les bonnes questions. En fait, avant l'accident, je vivais ma vie au jour le jour, je m'en foutais un peu et tout. Mais là, ma vie, en fait, je me rends compte qu'elle est trop importante. D'accord. Et aujourd'hui, je voyage beaucoup. J'ai monté mon entreprise qui s'appelle My Kit Paris, où je vends les produits qui m'ont servi à moi-même. D'accord. Regardez mes cheveux aujourd'hui. Waouh. Ah oui. Et ils étaient rasés, totalement rasés, genre j'avais plus de cheveux. Et aujourd'hui, je suis trop fière d'en parler parce que je suis fière de ce que je suis devenue en fait. D'accord. Du coup, d'invincible à vaincu, mais pour terminer vainqueur. C'est ça. D'accord. Quel conseil peux-tu procurer à une personne qui vit ce que tu as vécu? Quel mot d'encouragement, Sephora, peux-tu donner à une personne qui vit ce que toi tu as vécu? De s'accrocher. C'est pas facile, mais de se battre. Parce qu'il n'y a que nous qui peut se battre pour sa propre vie. Il n'y a personne qui le fera à notre place. Donc s'accrocher et surtout prier. La prière. La prière. Ouais. Je ne t'ai pas posé la question, et ça va être d'ailleurs la dernière. Est-ce que la croyance a eu un impact
dans ton rétablissement? Oui, parce que quand je faisais ma dépression, là, ma mère, elle venait tout le temps. Et elle venait avec mes oncles. Ma famille, c'est des croyants. Et toute ma famille venait, ils priaient pour moi. Ils me parlaient de la religion. Ils me disaient, t'inquiète pas, c'est rien. Dieu, il donne ses plusieurs combats à ses plus forts soldats. S'il t'a donné cette épreuve-là, c'est qu'il sait que tu peux la surmonter. Et quand ils m'ont dit cette phrase, juste cette phrase-là, là, j'ai dit ouais. T'es redevenue Kéliane l'invincible. C'est vrai. D'accord. Assa, je te laisse le mot de la fin. Le mot de la fin est que je vais faire très très court. La vie est remplie d'étapes. Dans une vie, on peut vivre plein de vies. Et c'est important de ne pas se laisser enfoncer par une phase, une période. Comme je le dis, dans la vie, il y a plusieurs vies. Et ces femmes-là ont eu clairement plusieurs vies dans leur vie. Et je vous souhaite tout le bonheur du monde. Merci. Je vous souhaite la réussite et surtout d'être épanouie. Merci. Vous avez été exceptionnelle. Vous êtes forte. Kéliane l'invincible, la vaincue, qui a terminé vainqueur. Je te remercie. Continue à être forte. Sephora, tu m'as impressionnée. Et d'ailleurs, j'embrasse ta famille, j'embrasse toutes les personnes qui t'ont encouragée durant ce moment. J'ai senti l'émotion durant toute cette émission, mais vous êtes forte et que personne ne vous enlève cette force-là. Et continuez de profiter de la vie comme si c'était le dernier jour. Je conclurai avec cette phrase: profitez de la vie comme si c'était le dernier jour et faites-le bien. Rendez-vous au prochain épisode. Coucou, alors c'est Kéliane, 24 ans. Vous avez écouté mon histoire. Voilà, j'ai eu un accident de voiture. C'était très difficile pour moi, mais je me suis battue et vous aussi, vous pouvez vous battre. Il ne faut jamais, jamais baisser les bras. En fait, il faut toujours se battre et toujours s'entourer des bonnes personnes. Surtout, c'est très, très important. Heureusement que j'étais très bien entourée. J'avais mes amis, j'avais ma famille. Donc, je n'étais pas seule. C'était un combat qu'on a mené en équipe, on va dire. Et surtout qu'aujourd'hui, je me suis rendu compte de beaucoup de choses. La vie, elle est trop importante. On n'en a qu'une. Donc, faut faire attention. Elle est précieuse. Faut faire très, très attention. Bonjour, je suis Sephora, j'ai 24 ans. Donc, vous avez pu suivre mon histoire. J'ai été atteinte d'un cancer. Donc je suis actuellement guérie de ce cancer et je tiens vraiment à encourager toutes les personnes qui passent par là. Vraiment, je leur envoie toute la force, tout le courage d'aller jusqu'au bout et de se battre pour sa vie. Merci beaucoup. Alors, vous allez pouvoir me retrouver sur différentes plateformes, notamment Instagram, sur Assa-du-bas psychologue, ou bien même ma page YouTube, où j'aborde différentes thématiques autour de la santé mentale. Et peut-être même que vous allez pouvoir retrouver différents témoignages qui pourront aussi être percutants pour vous. À très bientôt. Bonjour à tous, Assa Djilou, thérapeute psycho et sexo. J'exerce en profession libérale sur Saint-Denis et Drancy. Aujourd'hui, nous avons pu accompagner 2 femmes dans leur parcours de combattantes. Et j'ai envie de relever un point essentiel, c'est parfois on peut passer par des épreuves très douloureuses et il est important de ne pas s'isoler, surtout quand on est en phase de cancer ou autre. Demandez le soutien ne fait pas de vous une personne faible. N'hésitez pas à en parler aux personnes, en tout cas échanger avec les personnes qui peuvent vous renvoyer de la bienveillance. Entourez-vous par de personnes bienveillantes. Ça aura des vraies conséquences positives sur vous.